On passe maintenant à notre série sur les bilans des franchises avec aujourd'hui, du coup, les Sacramento Kings. Une équipe avec un palmarès assez maigre, hein, on va pas se mentir, seulement un championnat en 1951. Voilà. Ouais. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut en Bah faire ouais. comme bilan aujourd'hui? Les Kings, qu'est-ce que ça vaut? Je crois que c'est Les, Alex hein, les Sacramento Kings, déjà. Les Sacramento Kings, ouais. Les Bah, Sacramento alors, Kings. déjà, on va rappeler leur position actuelle dans la ligue. Ouais. Donc, ils sont troisième de leur division, division Pacifique. Ils sont 11e de la conférence Ouest. Leur bilan, il a 28 victoires pour 36 défaites. Donc, 43% de victoires, à peu près. Oui, 43% de victoires. Ouais. Ils sont juste en dessous ils sont juste en dessous des Pels qui sont 10e. Ils sont juste au-dessus des Spurs qui sont donc 12e. Faut rappeler que ils avaient eu un début de saison hyper compliqué. C'est catastrophique même. Ouais, même catastrophique, ouais, on peut le dire, voilà. On Où peut ils se avaient le dire. quasiment. Hein? On peut le dire, t'inquiète. Il n'y a pas de censure là-dessus. Il n'y a pas de Non, problème. Donc voilà, pas du tout le début de saison qu'ils attendaient. Surtout qu'ils avaient quand même pas mal amélioré leur cas la saison dernière. Donc franchement, là, on les attendait un petit peu à plus haut niveau que ça au début de la saison. Malgré tout, ils n'ont pas une seule série de victoires de plus de 3. Enfin, ils n'ont pas fait plus de 3 victoires de suite dans toute cette saison. Donc c'est quand même, niveau régularité, c'est pas, on va dire, c'est pas optimal. Cependant, il y a eu Pardon. Merci. Cependant, il y a eu du montage qui a été fait en cours de saison. Ken Bazemore et Alex Len sont arrivés d'Atlanta. Bogdanovic est rentré dans le 5 en cours de saison. Et enfin, Buddy Hield a été mis sur le banc en tant que 6e homme de luxe. Même si on sait qu'il n'était pas très content de ce choix. Mais ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, il apporte de super choses en sortant du banc. Donc l'effectif tournait beaucoup mieux. Il y avait un très bon Darren Fox qui était vraiment sensationnel sur la deuxième partie de saison. Et les Kings sont revenus donc du coup dans la lutte pour les playoffs. Bon, malheureusement, cette ascension a été stoppée puisque, comme vous le savez, la saison a été arrêtée net. Donc on ne sait pas vraiment le potentiel que peut avoir cette équipe, étant donné qu'il y a trop de paramètres en fait. Enfin, on peut en parler après, mais il y a trop de paramètres, je trouve, qui rentrent en compte. Ils partent très mal. Il y a du mieux, ça grimpe. Ils sont en lutte pour les playoffs. Mais finalement, tu peux pas vraiment savoir leur potentiel. Il y a deux grosses blessures quand même. Enfin, Marvin Bagley qui joue presque pas de la saison, ouais. Et puis après, j'ai regardé aussi leur temps de blessure. C'est horrible. C'est que il y en a un qui part en blessure, il revient dans l'équipe, un autre se blesse, il revient dans l'équipe, un autre se blesse, et du coup, en fait, t'as jamais ton 5 majeur de tout le début de saison, genre jusqu'à à peu près au mois de janvier, début janvier, où ils ont vraiment commencé à trouver leur équipe, leur roster et leur 5 majeurs, quoi. Et le problème, c'est que les rookies, ils se sont vraiment pas montrés, quoi. Non. Quand ça cette saison, hein. Les rookies de cette saison, parce que les rookies de ces 2 dernières années, quand même, de Sacramento. Non, les rookies de c'est loin d'être Marvin Bagley. Je parle de cette saison. Ouais, cette saison, c'est vrai que c'est des... ils ont quasiment rien montré. Donc après, on sait qu'ils ont drafté bas, tu vois, parce qu'ils ont drafté à partir du deuxième tour. Donc il y avait qui? Il y avait Brazdeikis, il y avait Justin James et il y avait Marinkovic qu'ils ont drafté. On pouvait effectivement pas s'attendre à grand chose de ces 3 pépères-là. Mais c'est vrai que le fait d'avoir plein de blessures, c'est assez handicapant. Après, il y a un problème aussi, c'est peut-être que en fait, Sacramento, c'est le type d'équipe qui est en reconstruction et qui avait besoin de jouer toute la saison, certes à un milieu bas de tableau assez décevant par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, mais pour pouvoir justement trouver des rotations pour pallier à ce genre d'absence, pour pouvoir permettre à des joueurs qui ont peut-être un petit peu serré le banc pendant les dernières saisons, de revenir un petit peu sur le terrain et de rejouer, de revenir un petit peu au niveau et de faire des choses. Et c'est l'archétype de l'équipe en reconstruction qu'on a envie de voir plus haut, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, la reconstruction Sacramento, de toute façon. Après la saison dernière, et je pense que tout le monde est d'accord tout le monde sera d'accord avec moi, après la saison dernière, vraiment, je les attendais plus haut. Là, ils sont rattrapés, tu vois, mais je ne m'attendais pas à un départ comme ça pour le Sacramento. En vrai, ouais, et surtout qu'il y a 2 facteurs. Enfin, tu as quand même l'apport de Trevor Ariza,
tu vois, qui est recruté en début de saison. En vrai, vu comment l'année dernière, ils sont hyper chauds en attaque et qu'ils ont une défense catastrophique, tu te dis, bon, bah, Trevor Ariza, c'est un daron. Eux, c'est une D'ailleurs, on équipe de s'est tous jeunes. dit pourquoi ils se barrent des Rockets, parce que les Rockets, ils Ouais, ont pas besoin d'un défenseur en moins, quoi, tu vois. ouais, et puis surtout qu'il a fait une saison tellement Il est dégueulasse parti des avec les Wizards. Sacramento. Ouais. Il est parti des Wizards, Ariza. Il est Oui, parti c'est vrai Ah, qu'il a fait. il a Oui, fait oui, pardon. Rockets, Phoenix, Wizards, et après il est Ouais, arrivé c'est ça. il est arrivé aux Kings après, ouais. Et là, maintenant, il est aux Blazers, pour donner un peu la. Oui, il est bien mieux d'ailleurs. Oui, il est bien meilleur. Mm. Bah, alors, de toute façon, moi, j'ai fait un petit peu une revue de l'effectif de Sacramento. Et effectivement, hein, ce qui ressort beaucoup, c'est que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, le meilleur joueur de l'équipe sur lequel je pense l'équipe va se construire pour pouvoir prétendre au playoff, voire plus ces prochaines années, c'est De'Aaron Fox. Et déjà, De'Aaron Fox, cette année, Ouais, c'est un tiers de la saison manquée. C'est ouais. 21 matchs manqués. Marvin Bagley, c'est 3/4 de la saison manquée. Et Marvin Bagley, je pense qu'à terme, ils vont essayer d'en faire leur deuxième ou troisième option dans l'équipe. Mm, mm. Alors, c'est pas un monstre en défense et qu'il n'a pas forcément la typologie d'un intérieur intimidant en défense. Par contre, en attaque, c'est vrai que Marvin Bagley, ça reste quand même du assez lourd. Il a encore quand même, il a encore quand même, ouais, il a encore quand même son shoot à 3 points développé. Parce qu'il a, tu vois, cette saison, il tourne à peine à 20%. Après, bon, on sait que les intérieurs, généralement, qui ne shootent pas, c'est pas forcément très bon pour la suite. Mais après, Marvin Bagley, il a quand même un certain toucher, je pense, offensivement, qui fait que, voilà, à terme, ce sera jamais un grand shooter à 3 points, mais s'il peut tourner entre 30 et 35%, ce sera déjà pas mal. Après, il y a quand même des bonnes surprises cette année, notamment Bogdan Bogdanovic qui confirme, je pense, le fait qu'il soit vraiment titulaire NBA et non pas remplaçant. Après, ça se fait au détriment d'un joueur qui, par contre, devrait l'être aussi, qui s'appelle Buddy Hield. Je pense que pour moi, cette saison, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit sur le banc avec un nouveau coach, alors que l'année dernière, l'équipe marchait très bien. Bah, gros, vraiment, je voulais pas en parler, mais lâche la bombe. Hein. Vas-y, rentre-lui dans le lard. Hein. Vas-y. Donc moi, pour moi, Luke Walton, c'est pour moi la plus grande déception en fait de Ah l'équipe. ouais, de ouf. Parce qu'il y avait un fond de jeu l'année dernière qui marchait très bien. Et pour moi, il a voulu revenir à un nouveau style de jeu. Où, alors certes, c'est vrai que ça court vite, ça attaque beaucoup, mais par contre, défense, c'est vraiment cata. Ils ont recruté justement, on disait, des joueurs cet été qui allaient dans ce sens. Donc tout ce qui a été du Trevor Ariza, du Dwayne Dedmon. Donc on a pu voir l'apport de ces joueurs sur le terrain. C'était inexistant tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de temps de jeu. Là, je peux vous citer les temps de jeu. Un Dwayne Dedmon tournait à 16 minutes par match et un Trevor Ariza à 25. Ça devait être censé être des vétérans qui devaient apporter de la défense à l'équipe. Finalement, on les a très peu vus sur le terrain et quand ils y étaient, ils n'étaient pas vraiment impliqués. Parce que c'est vrai qu'après, c'est beau de signer des joueurs, mais si on ne les implique pas dans un projet, je ne vois pas ce que ça peut réellement apporter à terme. On a pu voir aussi des joueurs comme Harry Giles. Par contre, Richard Holmes être des bonnes surprises. Mais voilà, Harry Giles, c'est un vrai joueur. voilà. Ouais. Après, mais pour moi, ce sont des joueurs qui sont très jeunes. Et quand tu es qualifié en playoff à l'Ouest, quand tu as des joueurs qui jouent autant, pour moi, ce n'est pas un problème, mais tu ne vises pas les playoffs. Là, aujourd'hui, il faut regarder, quand je regarde les 5 premiers joueurs de l'équipe, que ce soit au niveau du scoring ou du temps de jeu, ou au niveau des répartitions, entre guillemets, des tâches de basket, tu as De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Bogdan Bogdanovic, Marvin Bagley. Ces mecs-là cumulent à eux trois plus de 50 matchs manqués pour blessure. Donc, À eux il y a, trois, t'en as cité 5. voilà, le fait que nouveau coach, avec pour moi, je pense, un style de coaching à parfaire, beaucoup de blessés, et puis voilà, ta star numéro 1 qui manque un tiers de la saison. Quoi. Je veux dire, De'Aaron Fox, quand il n'est pas sur le parquet, j'ai regardé quelques matchs de Sacramento cette saison, c'est le jour et la nuit. J'adore Corey Joseph, qui a pu faire quelques matchs aussi, mais Corey, voilà, c'est un meneur remplaçant, et c'est pas un meneur titulaire NBA. En tout cas, C'est un parfait backup. Voilà, c'est pas le meneur qui va t'emmener en playoff, en tout cas. Voilà. Après, en vrai, ils ont une vraie équipe parce que quand tu les mets sur le papier, tu vois, genre, t'as De'Aaron Fox qui serait un peu ton franchise avec Corey Joseph en backup, c'est parfait. Enfin, tu vois, un mec qui peut organiser dans le second unit, c'est Nif. T'as 2 vrais postes 2, alors que les postes 2, on en parlait la dernière fois, c'est de plus en plus rare. Surtout des mecs qui vont shooter en fin de chaîne comme ça et qui peuvent même organiser le jeu parce que Bogdanovic, il est pas dégueu. T'as 3 vrais postes 3. Moi, j'en ai noté 3. J'ai noté Ken Bazemore, Harrison Barnes, qui prend d'ailleurs beaucoup trop cher. Regardez pas son salaire. Gros, c'est insultant. Et Trevor Ariza, mais bon, qui est parti.
Et après, il y a que le secteur intérieur où c'est un peu laid, je trouve. Moi, enfin, Marvin Bagley, tu vois, ouais, tu l'as dit, c'est pas un défenseur de raquette. Richaun Holmes, qui vient des Suns, j'aime son investissement, on va dire, mais des fois, il est un peu just, quoi. Mais sinon, ils ont Bjelica, mais bon, tu vois. En fait, pour moi, tu vois, les joueurs qu'ils ont à l'intérieur, c'est, tu vois, même Marvin Bagley à terme, tu vois, même quand je te disais, je le voyais en deuxième ou troisième option, tu vois. Après, c'est s'il arrive à pousser un peu, à exploiter tout son potentiel. Mais même à terme, je me dis, si vraiment Sacramento veut vraiment jouer les premières têtes de la ligue, Marvin Bagley, c'est un sixième homme. C'est pas un mec que tu peux mettre dans ton 5 parce qu'il défend pas un pélos, quoi. Et quand tu regardes que ton poste 5 titulaire, c'est Richaun Holmes, j'aime beaucoup Thierry Richaun Holmes, tu vois, mais c'est un énergéteur que tu mets en sortie de banc, quoi. C'est pas un mec. Ouais, grave. Montrezarel, comparo. Ouais, mais franchement, j'adorerais cette idée. Tu vois, un Montrezarel dans la raquette, tu vois, à côté d'un De'Aaron Fox, tu aurais un super Ouais, tandem. mais ça ressemble, les deux profils se ressemblent. C'est pour ça que j'allais dans ton sens en comparant les deux joueurs. Rich Holmes, quand même, il fait du bon boulot, mais c'est vraiment un energizer, quoi. Ça ne doit pas dépasser les 25 minutes, quoi. C'est clair. Exactement. C'est clair. Après, je pense que tu as un peu tout dit, Flo, notamment sur le coach. C'est ce que j'avais surtout noté. C'est que l'année dernière, Dave Joerger, il avait réussi à installer un truc qui est vachement important en NBA, c'est quand même l'identité. Et donc, tu mets de la pace, vraiment, tu fais du run and gun et tout, machin. Ok, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que tu pars avec Luke Walton, qui n'est pas un anti-coach de pace, mais qui est surtout un coach qui a des gros problèmes avec les rotations et dans un effectif aussi homogène que celui des Kings. Je veux dire, il y a personne qui surnage vraiment, peut-être à part De'Aaron Fox. Ouais, c'est compliqué. Je trouve ça dommage en fait d'avoir pris Corey Joseph en backup simplement dans cette histoire de pace là parce que tu as vraiment une grosse rupture entre ta première et ta seconde unit dans le sens où quand tu veux jouer vite avec De'Aaron Fox et que tu joues après avec un backup qui est quand même de l'école Spurs Indiana donc qui est pas du tout qui est totalement en rupture avec ce jeu de vitesse et ce jeu de transition offensive, bah ça tranche et du coup dans tes rotations c'est hyper difficile de mettre de la continuité parce que tu as deux styles de jeu qui s'opposent totalement en fait. Donc, Corey Joseph, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un bon manieur de ballon des fois, qui a un peu de mal sous la pression, mais voilà, c'est quand même un bon joueur référencé en NBA, qui est un bon backup, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais je trouve qu'il y a il y a une addition générale de bons joueurs, mais que ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils ne sont pas faits pour fonctionner dans le même profil dans le profil tactique, tu vois, dans la pérennité du jeu que tu veux mettre tout au long de la saison. Je trouve qu'il n'y a pas la cohérence nécessaire. Quand tu fais jouer De'Aaron Fox avec Richaun Holmes, avec Marvin Bagley, etc., même avec Bogdanovic et Buddy Hield, c'est hyper cohérent. Même avec Harrison Barnes, c'est un peu en chef de meute, etc. Mais quand tu veux rajouter un Dwayne Dedmon qui est en défense juste un bon contreur, mais qui le reste du temps, c'est quand même Joe la tête en l'air et puis hyper passif sur les pick and roll et sur les pick and pop aussi. Enfin, le mec, tu lui fais faire 1 mètre de recul et 2 mètres d'accélération, franchement, tu as le temps de shooter 10 fois. Quoi. Enfin, c'est un délire de Wayne Dedmon. Hein. C'est un bon contreur, mais c'est tout. Mais je trouve que l'effectif, en fait, n'est pas cohérent dans son ensemble sur les profils. Mais du coup, si je comprends bien ce que tu dis, en gros, tu gardes Bogdanovic, tu gardes Fox, tu gardes Bagley, tu gardes Barnes et tout le reste, tu jartes. Barnes, faut le jarter, les gars. Enfin, en vrai, moi franchement, en tant que Dallas Mavericks, j'étais tellement content de vous refiler le contrat, de vous refiler. Personne n'aide pour Sacramento, mais de lâcher ce contrat qui prenait beaucoup trop de place parce qu'il y a eu une hype de ouf quand il est sorti de Golden State avec ce joueur. Mais en vrai, à aucun moment, moi je sais que c'est pas le joueur du tout qui fera passer un cap. Et pourtant, tu vois, il prend 24 millions sur l'année, tu vois. C'est quand même hyper cher pour. Après, c'est un contrat qui est dégressif et tout, donc ils ont réussi à. Ouais, mais 24 millions quand même, ça fait rush. Hein. C'est 100 millions pour les 4 prochaines années, Harrison Barnes. Alors après, tu vois, on va parler un peu stats, tu vois, c'est à peine 15 points, à peine 5 rebonds, à peine 3 passes. Du 25 millions, tu vois, je fais ok, il y a du leadership, il a gagné un titre, le mec. Ça fait un peu cher. Ouais. Moi, tu vois, aujourd'hui aussi, le problème que j'ai un peu oublié de citer, moi, je comprends pas, c'est la mise sur le banc de Buddy Hield. Je pense qu'il y a un problème avec le coach, encore une fois. Buddy Hield, c'est quand même du 20 points par match. C'est quand même le top 5 shooter à 3 points NBA. Il a gagné d'ailleurs Grave. Le concours à 3 points. Magnifique concours d'ailleurs. Voilà.
Et pour moi, en fait, tu vois, tu pourrais faire une triplette un peu, bon, ce serait un peu petit, tu vois, mais tu peux te faire un Buddy Hield, Bogdanovic et De'Aaron Fox. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de tests à ce niveau-là. Alors, bon, c'est vrai qu'après, les 3 joueurs ont besoin de porter le ballon. Mais je me dis, tu vois, quitte à arriver dans une nouvelle équipe, tu vas installer un nouveau système, je dis, bah, prends des risques et bah, tu fais jouer ces 3 joueurs-là, quoi. De ouf, je suis hyper d'accord avec toi. Il n'a pas forcément sa place dans l'équipe. Mais bon, après, Parce qu'il n'a pas de temps de jeu, c'est ça que tu dis? qui ça? Buddy Hield, bah, disons que Ouais. là, tu vois, il tournait entre guillemets à plus de 20 points par match avant le All-Star Game. Après le All-Star Game, tu vois, il tournait à 16 points sur le banc. Donc, tu vois, tu te dis quand même, alors que c'est un mec que tu as re-signé pareil, tu as re-signé, tu vas finir le contrat plus de 20 millions l'année. Il y a pas de 26 millions l'année prochaine, ouais. Ouais, tu vois, donc en fait, c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'il prolonge des joueurs que le coach ne fait pas jouer ou en tout cas sur lesquels il ne veut pas construire. Donc, tu fais en fait, à partir de ce moment-là, quand tu as ton deuxième, troisième meilleur joueur qui fait la tronche, comment tu veux t'en sortir aussi, quoi. Je pense il y a de toute façon, c'est toujours ce gros problème qu'on a vu à Sacramento, c'est l'équipe dirigeante, je pense, hein, qui, année après année, nous prouve qu'ils n'ont pas les capacités ou les compétences, pour moi, pour ramener l'équipe en play-off, en tout cas. Mais moi, j'ai vu un truc comme quoi, en fait, bah, justement, ça fait du bien que tu parles de l'équipe dirigeante, parce que j'ai vu un truc comme quoi, en fait, Vlade Divac, il s'était embrouillé, enfin, il y avait des problèmes avec Dave Jorger, l'ancien coach qui était là l'année dernière, qui lui a vraiment réussi à installer une identité et un visage qui est De'Aaron Fox, et tu vois, à cette équipe-là. Mais ils l'ont changé et ils ont voulu ramener Luke Walton, qui est aussi un joueur de transi, où ça va très vite et ça lâche devant. Mais j'ai l'impression que, tu vois, genre, il y a eu pas mal de remises en question sur leur jeu de demi-terrain l'année dernière. Et ils ont dit, enfin, sur ces débats-là, ils ont dit que s'ils voulaient vraiment passer un cap, aller en play-off et être dans les 8 ou même mieux, il fallait qu'ils progressent énormément sur le jeu de demi-terrain. Et j'ai l'impression que ça vient d'en haut et que Vladé, il dit en gros à Luke Walton, fais-les taffer en demi-terrain. Du coup, lui, il est fait taffer en demi-terrain alors que c'est déjà même pas son identité à lui en tant que coach. C'est surtout pas l'identité des joueurs qu'il a sous la main, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde marche à l'envers, quoi. Enfin, tu sais, t'as l'impression que les mecs, ils sont, enfin, là, j'ai regardé des matchs, il y a des fois où, franchement, quand t'as pas d'Aaron Fox, sérieux, ça manque de peps. Les gars, ils se regardent. Ils sont Ouais. à 3 derrière l'arc et il y a aucun mouvement, tu vois. Genre, il y a personne qui est solidaire avec personne. Personne n'essaye de faire tu sais, du sacrifice. Genre, on parlait des coupes inutiles, mais au moins tu fais bouger un peu tout le bloc défensif et tout. Là, il y a rien, quoi. Genre, des fois, t'as l'impression de regarder Minnesota, quoi. Ouais, y a C'est pas un peu le même type. Ouais, grave. Pour moi aussi, Moche. le problème que tu as dit aussi, tu vois, le truc, c'est que ça veut jouer sur demi-terrain. Alors moi, j'ai aucun problème. On peut jouer sur demi-terrain aujourd'hui. De toute façon, il faut quand même maîtriser cet aspect du jeu. Mais j'ai aujourd'hui Aaron Fox. Enfin, moi, franchement, je me dis, putain, je suis coach des Kings et on me dit, joue avec demi-terrain alors que tu me donnes un De'Aaron Fox. Je me dis, putain, enfin, mec, je sais pas. De'Aaron Fox, c'est tout l'inverse d'un jeu sur demi-terrain. Tu te fais jouer comme Jamorant, là. Bah ouais, voilà, tu vois. Trace devant. Tu vois, Memphis a commencé à rejouer sur demi-terrain alors qu'aujourd'hui, ils ont un Jamorant en meneur titulaire. Tu fais, les gars, Il est capable quand même. Il est plus capable quand même. Enfin, je trouve. Oui, bien sûr, après, il en est capable, tu vois, mais tu vois, c'est pas sa qualité première non plus, tu vois. Tu dis, Ouais. autant l'utiliser à ses capacités, à son potentiel maximum. Mais bon, Ouais. après, pour conclure, je pense que Sacramento, pour moi, ils ont une bonne équipe. Bon, il y a quelques, effectivement, contrats qui sont pas forcément, qu'on ne verra pas forcément dans les prochaines années. Je pense qu'ils seront bazardés au profit soit de vétérans ou de nouveaux jeunes joueurs. On verra comment l'équipe évoluera. Il faut faire des choix de toute façon. Il y a trop de contrats similaires en vrai. Il y a trop de joueurs similaires. Exactement. Exactement. Voilà. Mais il y a un problème aussi qui vient un peu plus d'en haut apparemment. Aussi. C'est un problème à tous les étages chez Sacramento depuis des années. Alors, vous aurez remarqué quand même notre participation active avec Mathieu sur le sujet, tout simplement parce que je n'ai pas regardé un seul match des Kings cette année, ni des Wizards. C'est les deux équipes sur lesquelles j'ai fait l'impasse Et complètement. ça se comprend. J'ai juste une question pour vous. Si ça se stabilise un petit peu l'année prochaine au niveau du coaching et au niveau renverser la situation côté Buddy Hield notamment, est-ce que pour vous, c'est une équipe playoffable? Oui. Ouais, il faut faire les bons choix.
Sans les blessures et si tu fais vraiment jouer et t'impliques vraiment ton noyau de joueurs, autre chose que sur un style de mi-terrain et que tu joues un peu plus vite, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Parce que l'année dernière, il faut pas oublier qu'ils ont quand même terminé 9e et tu dis cette année, il y a un point de régression, quoi. Donc tu fais bon, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Et après, pour moi, la 8e place, ce serait plus pour des équipes genre Portland, tu vois. Oui. Ouais, mais tu vois, il y en a toujours un qui se casse la gueule, tu vois. Ouais. S'il y en a un qui se casse la gueule, c'est toi qui prends la place, en fait. Tu vois, il y a toujours. Bien sûr, là, mais je suis d'accord. Cette année, c'est les Spurs. Pour moi, ce serait illogique que Sacramento soit en playoff et pas Portland, par exemple, tu vois. Oui. Même si je dis pas que Portland est playoffable à 100%, mais si tu respectes une certaine. Bon, après, la logique dans le sport, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Mais... Après, il y a un mec qu'on n'a pas cité, c'est Jabari Parker qui est arrivé, qui est sous-utilisé. Je crois que j'ai regardé ses stats tout à l'heure et il a fait un match depuis qu'il est arrivé à la mi-saison. Mais lui, tu vois, c'est pareil. C'est typiquement le genre de joueur, si tu l'impliques pas, il est nul à chier. Il peut te faire une saison à blanc. Mais par contre, si tu lui donnes un peu confiance, il avait fait quand même des trucs plus que respectables à Milwaukee. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur 2-3 postes. Enfin, au moins qui peut défendre sur 2-3 postes. Lui, c'est pareil. Jabari Parker. À Atlanta, il était revenu, il avait des bonnes stats, mais tu regardais les matchs d'Atlanta, c'était presque que de la réception dunk. C'était rien de viable en fait. Tu vois, il montrait rien de sa palette offensive. Alors qu'avant, il avait vraiment un bout de shoot et un tir, etc. Que là, il montre plus parce que il a peut-être plus les cannes et tout, mais il fallait vraiment mettre en perspective les stats qu'il faisait à Atlanta parce qu'il avait beaucoup de passes notamment en l'air, tu sais, de Trae Young et tout. Donc, c'était vraiment à relativiser. Puis, c'était des rebonds faciles qu'il prenait, tout, etc. Donc, malheureusement, ce mec-là, ses blessures. Ça va être compliqué. Sa carrière. Écoutez, pour lui, parce qu'il avait un super potentiel. Je m'imaginais même à l'époque, il est plus loin que son compère qui joue maintenant aujourd'hui à Golden State. Flo, regarde le grand Manitou là. Qui te fait des signes. Il y a le grand chef qui veut s'exprimer là. Vas-y, parle Mathieu. Je voulais dire qu'on va enchaîner. On a parlé un bon moment de Sacramento, mais on va enchaîner. On parlera d'une autre franchise la semaine prochaine. On ne sait pas encore. On vous a posé la question d'ailleurs sur Instagram. On va voir. On ne dévoile rien. Simon, on va faire semblant qu'on ne sait pas. Non, mais il y a une franchise sur Instagram qui a l'air quand même de tirer son épingle du jeu. Exactement. Et on ne dira rien d'autre. On ne dira rien d'autre. Vous pouvez aller voir sur Instagram et vous pouvez voter vous aussi pour savoir. Donc si c'est Toronto ou l'autre équipe c'était Memphis. Donc Toronto ou Memphis, on vous laisse choisir. Et on parlera de l'une des deux franchises la semaine prochaine.